Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous êtes sur Fréquence Évasion, ne changez rien, restez avec nous. Nous allons ouvrir dans quelques instants les dossiers parapsychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de phénomènes paranormaux, vous en êtes douté, en compagnie de Michel Carmissy et de Jean-Claude Pantel. Michel Carmissy, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Claude Carmissy, vous êtes scientifique, vous vous intéressez bien sûr aux phénomènes paranormaux. Je vous laisse présenter un petit peu vos connaissances, qui vous êtes en matière justement de parapsychologie. Oui, mais écoutez, moi j'ai fait mes études, justement, vous êtes toulousain, hein, donc c'est une radio toulousaine. Entre autres, oui, nous sommes une radio toulousaine, enfin une radio du Grand Sud. Voilà, donc j'ai fait mes études à Toulouse, je me suis intéressé bien sûr à ce qui est la physique depuis toujours, mais surtout, disons, j'ai fait une carrière d'ingénieur en cybernétique. Ensuite, j'ai essayé de poursuivre des études et j'ai fait un doctorat d'ingénieur. Et depuis pas mal d'années, je me suis donc orienté vers la physique théorique, l'astrophysique et surtout la physique quantique. Voilà. Et j'ai eu, je dirais, une chance extraordinaire, et j'appuie sur le mot extraordinaire, d'avoir des amis qui avaient rencontré depuis pas mal d'années un personnage qui, lui, vraiment, c'est lui qui est extraordinaire, et autour duquel des phénomènes se produisent, ainsi que la réception de messages. Alors bien sûr, en scientifique pur et dur, je ne voulais pas croire à ces choses-là. Et la première fois que j'ai rencontré Jean-Claude Pantel, j'ai moi-même eu la ferme impression d'assister à des choses justement qui étaient qui entraient dans le cadre du paranormal. Alors comme je disais à un ami journaliste qui m'interviewait, si j'avais été un physicien classique, eh bien j'aurais dit, tout ça c'est pas possible, je suis fatigué, j'ai besoin de repos, un peu dépressif, je vois des choses qui ne sont pas réelles, donc je vais me faire soigner. Mais m'intéressant à la physique quantique, et sachant que la matière n'est pas la matière que l'on croit, que le vide est la chose essentielle, que la matière réelle, entre guillemets, peut devenir ce que le physicien quantique appelle la fonction d'onde, et tout cela, donc je me suis dit, essayons de regarder plus loin. Voilà, donc j'ai rencontré plusieurs fois Jean-Claude Pantel, depuis donc presque 3 ans maintenant. J'ai passé plusieurs séjours avec lui. J'ai reçu de nombreux témoignages de gens que j'ai interviewés, que j'ai filmés aussi, et qui m'ont raconté des choses tout à fait extraordinaires. Alors justement, quels sont les éléments qui font que le cas Pantel ne peut pas être mis en cause? Quelles sont les observations que vous avez faites? Quelle est votre conclusion sur ce cas? Eh bien écoutez, d'une part, ce qu'on peut observer soi-même. Par exemple, l'apparition d'un objet qui apparaît d'une façon qu'on peut qualifier de paranormale. Une pierre, par exemple, qui apparaît sous vos yeux, que vous ramassez, puis qui est très chaude. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, les témoignages de gens qui m'ont raconté des choses, mais tout à fait, qu'on pourrait qualifier d'incroyables. C'est-à-dire des apparitions ou des disparitions de Jean-Claude Pantel. De nombreuses apparitions d'objets. Des phénomènes, et Jean-Claude Pantel qui est avec moi pourra vous en parler lui-même, des choses qu'il a vécues, qui l'ont même inquiété, qui l'ont amené, qui auraient pu amener d'autres personnes au bord de la folie. Il vous dira lui-même, quand à 19 ans, avec des amis, on passe dans une rue et qu'on est bombardé par des pierres de tous les côtés, des plaques d'égout qui se soulèveraient, enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Ça vous interroge, ça vous fait poser des tas de questions. Alors justement, vous, en tant que scientifique, quelle est votre démarche? Bien, ma démarche, si vous voulez, c'est au départ de dire, c'est incroyable, puis ensuite de dire, attends, peut-être qu'on va pouvoir regarder les choses autrement, qu'on va pouvoir avancer dans un domaine qui est encore inexploré, mais que, je vous le disais tout à l'heure avant l'émission, mais que la physique quantique nous permet
d'aborder, si vous voulez. Puisque la physique quantique nous dit que la matière n'est pas ce que nous croyons, que cette matière peut prendre des formes qui ne sont plus des formes matérielles, mais ce que le physicien appelle des fonctions d'onde, des ondes de probabilité d'existence, qui font que, dans ce cas-là, un objet qui, bien sûr, la physique quantique étudie des objets microscopiques, hein, et une particule, par exemple, a la probabilité d'être ici ou là-bas, si vous voulez. Elle n'est pas ponctuellement ici, vous voyez. Elle a la probabilité d'être à plusieurs endroits, on pourrait dire en même temps. Et ça, je ne sais pas si vos auditeurs ont entendu parler de la constante de Planck. C'est une constante, si vous voulez, qui est à la base de la physique quantique et qui est très petite. Bon. Et cette constante de Planck est à la base de la théorie quantique, qui permet l'édification de toute la mécanique quantique. C'est-à-dire de ce fonctionnement des éléments les plus fondamentaux, je dirais, de la matière. Eh bien, aujourd'hui, les équations nous disent que si cette constante de Planck était beaucoup plus grande, eh bien, les états macroscopiques, comme vous, comme moi, eh bien, pourrions traverser des murs. Nous serions à la fois d'un côté du mur et de l'autre, vous voyez. Alors, je sais que les auditeurs vont peut-être dire que les physiciens sont fous. Mais quand vous savez ça du point de vue de la physique, et que par ailleurs on vous raconte les mêmes histoires sur Jean-Claude Pantel, eh bien, on est amené à regarder ça de plus près. Alors scientifiquement, on est en droit de se dire pourquoi un individu et pas un autre. Est-ce que ça vient des chromosomes? Est-ce que ça vient de l'ADN? Alors ça, c'est peut-être Jean-Claude Pantel qui pourrait mieux nous en parler, parce qu'il vit ça d'une façon tourmentée depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Jean-Claude Pantel, nous allons retracer votre expérience. Une première question qui me vient à l'idée, comment vous vous êtes aperçu que finalement vous étiez un canal pour la réception de ces phénomènes paranormaux? Au début, vous savez, c'est toujours pareil, on n'en a pas la certitude, parce que quand ça m'est arrivé, moi j'avais 19 ans, je débarquais dans une ville qui était assez grande pour moi à l'époque, qui était Marseille, et je me suis retrouvé confronté en essayant de mener un quotidien comme je le menais auparavant, confronté à des projections d'objets au départ. Moi, au début, je parlais pas de phénomènes, je parlais de malveillance, de personnes qui auraient, on va dire, occasionné des exercices de malveillance à mon endroit et à celui de camarades qui m'accompagnaient. À l'époque, ça se passait sur un stade, puisque nous pratiquions l'athlétisme, et ça se passait le soir à la sortie donc du stade, et ça a duré, ça s'est passé, ça revenait, ça s'est passé, ça revenait. Au début, je vous dis, on a considéré que c'était donc des actes de malveillance. Nous avons porté plainte à la police, il y a eu des rapports de police établis, et puis petit à petit, on s'est aperçu que ce n'étaient pas des actes de malveillance, parce que des actes de malveillance, s'ils avaient dû être, ils n'auraient pas pu, on va dire, se dérouler sous la forme où ils se déroulaient, c'est-à-dire sans qu'on voit jamais personne, avec des formes de lévitation, des objets qu'on recevait, donc ça ressortait un petit peu du surnaturel, mais je n'étais pas, moi, en éveil par rapport à ça, je n'avais pas été habitué, je n'avais pas été confronté par des lectures, par exemple, à ce type, on va dire, de phénomène, et j'ai mis longtemps quand je dis longtemps, j'ai mis plusieurs mois en tout cas, avant d'accepter la théorie, on va dire, du paranormal. Alors quel a été l'élément déclencheur dans une éducation qui finalement n'était pas vraiment tournée vers le paranormal? L'élément déclencheur a été d'abord, je crois, l'étendue, on va dire, géographique du champ d'action, de ces projections d'objets. Au début, ça se limitait, je vous ai dit, aux alentours d'un stade. Il y a le stade Vélodrome à Marseille qui est connu. Il y a un stade d'athlétisme qui joue, qui s'appelle le stade de l'Or. Et au début, on va dire que ça se confinait à cet endroit-là. Disons qu'à aller 1 kilomètre à la ronde, quoi. Et puis après, il fallait traverser pratiquement la ville, retourner au centre-ville. Et là, ça impliquait que ces gens qui nous auraient projeté des objets aient eu, on va dire, des caches partout, et se soient organisés. Mais pourquoi? À quel but, à quelle fin, dans quel but et à quelle fin? Ça paraissait un petit peu impossible, on va dire. Mais j'étais quand même réticent dans le fait de penser que ça pouvait être surnaturel, jusqu'au jour où de gros blocs sont arrivés en plein centre d'un boulevard.
il semblait passer par-dessus des immeubles. Bon, c'était quand même des immeubles en centre-ville à Marseille qui faisaient, on va dire, 5, 6 ou 7 étages, on va dire 6 étages. Et il s'avérait que c'était impossible, quoi. Il aurait fallu avoir les clés de toutes les portes, avoir des entrées un petit peu partout, sans compter que, je vous ai dit, la trajectoire, la façon de se déplacer des pierres n'avait rien de normal. Il n'y avait rien de normal au sens où si nous avions dû nous les projeter ou vous les projeter, vous n'auriez pas pu réaliser la chose de la même façon. Ça a été un petit peu on va dire le facteur déclenchant de mon changement, on va dire, d'opinion. Et puis après, bon, ça m'a suivi, parce que évidemment, on nous a séparés, parce qu'on travaillait dans l'administration à l'époque. Je travaillais à la sécurité sociale. Et mes camarades donc d'entraînement et de bureau ont été mutés à droite à gauche, parce que après ça s'est produit dans le travail, donc on perturbait, on va dire, l'administration. Et c'est au fil de ces mutations un petit peu qu'on s'est aperçu que ça tournait autour d'une personne plutôt qu'autour d'autres. Et cette personne, c'était moi. Alors voilà, donc ça s'est établi comme ça. Peu de temps après, je suis parti au service militaire. Ça a continué au service militaire, on m'a réformé. Je suis revenu donc dans la vie civile. J'ai repris mon poste donc à la sécurité sociale, qui elle-même m'a réformé quelques années après, ce qui fait qu'à l'âge de 28 ans, j'ai été versé on va dire en retraite, en invalidité. Et donc voilà, aujourd'hui ça fait plus de 28 ans que je suis, on va dire, en marge un petit peu de toute vie socio-professionnelle. Alors à ce moment-là, on doit se poser certaines questions. La première, c'est pourquoi moi ? L'histoire est longue. L'histoire est longue. Elle a fait, disons que elle a nécessité que l'écriture d'un livre, parce que bon, il est évident qu'il y a des gens qui s'y sont intéressés, des gens qui étaient passionnés de paranormal, des gens dont c'était le métier, qui m'ont à un moment donné poussé, à la suite d'une cassette vidéo qui avait été faite à mon endroit en 1992, m'ont poussé à écrire un livre. Donc ce livre, bon, j'ai accepté de le faire parce que ça pouvait servir de document à des personnes qui étaient censées vivre ces situations ou étaient censées les vivre après, j'en sais rien. Et ce livre, il s'avère bon que il est devenu 2, puis aujourd'hui je suis en train de rédiger le 3e tome, et puis il y en aura certainement d'autres, parce que est venu se greffer à la suite de ces phénomènes une succession de messages d'ordre philosophique, d'ordre un petit peu physique, et qui ont complètement modifié ma façon de voir les choses et certainement la façon qu'avait mon entourage de voir les choses. Voilà, ce livre, bon, il s'appelle Les Visiteurs de l'espace-temps. Je fais pas de la publicité, mais enfin bon, il est édité chez Jean-Michel Grand-Cyr, chez JMG. Le premier tome vient d'être réédité parce qu'il a été épuisé. Il était chez Ramuel au départ, il a été épuisé. Donc voilà, aujourd'hui, il est réédité par JMG. Donc c'est-à-dire que si vous avez vos auditeurs, des gens qui sont intéressés, vous racontez toute l'histoire, ça dépasserait certainement le cadre de l'émission. Je crois que la meilleure façon serait qu'il se documente à travers le livre. Voilà, je crois que c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, on va continuer à parler, si vous voulez, par rapport au message. Et on va résumer, on va faire un petit résumé de ce qui demanderait des heures et des heures et des heures de travail et d'entretien. Alors vous évoquiez les messages à l'instant. Quels sont les messages que vous avez reçus ? Alors les messages ont commencé en 1973 et continuent à ce jour, donc ça fait plus de 30 ans. Au départ, bon, c'était des messages surtout d'ordre philosophique qui traitaient un petit peu de la façon dont nous percevions les événements, les choses, les situations. Et ensuite, il y a eu dans la continuité, on nous a indiqué ce qu'il aurait peut-être fallu faire pour vivre mieux, ça se rapprochait un petit peu de certaines théories philosophiques, voire religieuses, orientales. Et ensuite, la physique est venue pour un petit peu nous montrer les limites de ces théories philosophiques et religieuses. Et simplement, nous avons eu accès à ce que sont nos limites, parce que on appartient à une cosmogonie, une cosmologie, et ces choses-là dépendent de lois physiques, lesquelles ne sont pas entièrement contrôlables par notre intelligence, on va dire. Et il y a plus de subi dans ce que nous vivons que de choisi, quoi. Voilà, maintenant, il est évident qu'on a posé des questions. Le message, évidemment, était axé sur ma personne, sur mon entourage, sur le quotidien que je vivais, mais pour que je puisse, à un moment donné, me servir de ce qui était dit, on va dire, pour moi,
sur mon compte pour pouvoir l'interpréter, le faire, on va dire, fructifier pour que les autres puissent en bénéficier aussi. Ainsi, on voit des situations d'ordre général qui sont tout à fait, on va dire, expliquées par le message à certains moments. Il faut suivre un petit peu l'actualité générale et l'actualité, on va dire, personnelle, sans arriver à faire une synthèse, quoi. C'est une vision synthétique des choses, je crois, qui est proposée, plus qu'une vision analytique, je dirais ça, voilà, si je devais résumer. Alors ces messages ont été reçus comment exactement ? Alors ce message, comment il est reçu ? Il est reçu on va dire, diversement. Au départ, c'était surtout des voix qui émanaient soit de l'extérieur, soit de ma propre personne, qu'on enregistrait donc sur des cassettes. On a eu la permission de le faire. Et évidemment, à la suite de cela, on faisait un travail de retranscription. Et donc, au départ, il n'y avait pas d'ordinateur, évidemment. On faisait ça d'abord à la main, puis à la machine à écrire. Et ensuite, aujourd'hui, avec l'informatique, il est arrivé que nous ayons directement des messages sur les écrans ou sur disquettes, voire sur des écrans de télé quelquefois. À part ces messages, ces jets de pierre, vous passez également à travers les murs. Voilà, oui, bien sûr, c'est difficile ça. C'est difficile d'en parler parce que il y a divers plans de conscience dans ce que j'ai pu apprendre, découvrir, on va dire. Et il est certain que, de par la structure, on va dire psychophysique qui est nôtre, puisque moi je suis comme vous, je suis exactement pareil, tout grande apparence. Je ne peux pas dire comme ça ouvertement, je fais la chose. D'abord, je la fais pas sur commande. Je dirais que c'est la chose qui me fait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui. Donc, ce qui est heureux, on va dire, et troublant aussi pour l'entourage, c'est que les autres sont témoins de la chose. Là, je me fie à ce que voient les autres pour pouvoir, on va dire, après, à travers les écrits du livre, puisque c'est le livre qui va commenter cela, là, l'émission de radio, c'est quand même assez rare, je crois que c'est le livre qui va commenter ça, donc j'ai besoin des témoignages des autres pour arriver à déterminer ce qui se produit réellement, parce que je n'en ai pas réellement conscience. Vous comprenez ce que je veux dire ? Allô ? Oui, Jean-Claude Montel, nous vous écoutons. Je pense que ce serait peut-être pas supportable, le fait que je me retrouve... disons que quand on vit la situation, on l'analyse après, parce qu'on a un esprit analytique, je parlais d'esprit synthétique il y a quelques instants, on a un esprit analytique qui fait qu'on va chercher toujours à rationaliser. Alors quand quelqu'un vous dit, ben oui, tu es passé à travers la porte, tu es passé à travers le mur, tu es tombé du plafond, oui, bien sûr, mais selon l'endroit où on se trouve, le cogito, ça s'appelle comme ça, dans le message qu'on reçoit, qui est le conscient d'être, fait qu'à un moment donné, on se dit, la personne qui vit la chose, je vais dire dans sa chair, elle dit, elle préfère penser qu'en réalité, elle est passée par le chemin normal, et que les autres ne l'ont pas vu à ce moment-là. C'est un petit peu ce qui est le plus rassurant. Moi, je dirais ça. Bien que, des fois, la chose soit complètement impossible, mais à partir de ce moment-là, on se ment, je crois, on se cache la vérité, parce qu'on n'a pas envie de sombrer dans une forme de folie, pourquoi pas le dire, parce que c'est pas rassurant. Puis ce n'est pas contrôlé, surtout, voilà. Alors justement, quand ces expériences se passent, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des contacts avec des entités qui sont là, qui vous surveillent ou... Pas obligatoirement avoir une épreuve comme ça, mais ça c'est quand même, il faut dire, là, c'est quand même, moi je dirais, on parle des textes 73, les 73 2005, ça a été quand même des faits rarissimes, je dis bien rarissimes, si ça s'est produit en tout, donc c'est sur plus de 30 ans, si ça a dû se produire 10 fois, c'est beaucoup. Mais heureusement, je pense, d'ailleurs peut-être parce que je n'aurais peut-être pas la capacité de vivre la chose à répétition. Donc, je préfère, moi, me confiner au témoignage, comme je vous disais, et travailler sur l'interprétation et la traduction du message, qui n'est pas spécialement facile, parce que il emploie un langage un petit peu, je vais dire, moi, je vais dire châtillé, qui est pas, en tout cas, qui est pas coutumier chez nous, voilà. C'est des choses qui sont dites ou c'est plutôt des images, un ressenti ? Non, des choses qui sont dites... ce sont des faits qui sont exprimés, ce sont des conseils qui peuvent être donnés, quoique, je ne peux même pas dire qu'il y a des conseils à proprement parler, parce que ça impliquerait qu'on essaie d'adapter après une méthodologie à la chose, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, je crois que dans la mesure où on aborde des lois physiques, et que ces lois physiques, elles sont en amont de ce que nous représentons, de ce que nous agissons, il est évident qu'à un moment donné, il faut passer par une pratique.
Et je mets dans mon tome 3 actuellement, donc celui en cours d'écriture, je dis que la pratique précède la théorie. On peut toujours faire une théorie de quelque chose à partir du moment où la chose s'est répétée. Mais qui ne l'a pas vécu, et je suis bien placé pour le savoir, ne peut pas considérer la chose avant. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes après, et alors on en fait une loi, on en fait un concept, on en fait un principe, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Je crois que ça passe par un vécu, et que c'est le vécu qui permet à un moment donné d'établir cette théorie. Mais s'il n'y a pas le vécu, je crois que ça reste, je dirais, quelque chose de complètement hermétique à notre entendement, et c'est tout à fait logique, puisqu'on n'est pas habilité à le vivre consciemment, en tout cas. Par rapport à ce qui s'est passé, vous gardez quand même votre libre arbitre. J'ai évidemment un libre arbitre, c'est simplement le fait de constater à un moment donné des événements, le fait de les vivre évidemment, le fait d'avoir des témoins autour de soi, ça aide et ça permet à un moment donné, on va dire, de prévenir à travers l'attitude d'un ami ou d'une connaissance de quelqu'un qui se trouve là. On peut toujours se permettre on va dire, quelqu'un qui arrive là et qui, par exemple, je veux un exemple, quelqu'un qui fume, c'est peut-être pas ça, je ne sais pas si vous fumez ou fumez pas, ça me regarde pas. Il est possible que s'il fume, c'est arrivé à des amis que les cigarettes disparaissent ou qu'il n'y a plus rien dans le paquet, ce qui revient au même, voir si c'est une pipe, qu'elle rentre dans un bloc de glace, quoi, qu'elle se congèle, quoi. Et ça veut dire, c'est quand même significatif, quoi. Je pense que la personne doit faire à ce moment-là attention à sa santé, on va dire ça, quoi. C'est un exemple banal, mais il y a beaucoup mieux que ça, mais enfin bon, là c'est celui qui me vient à l'esprit tout de suite, quoi. Est-ce que ça vous a amené à rechercher des personnes qui ont vécu les mêmes phénomènes que vous? Oui et non, parce que je crois que ce que je devais rencontrer, vous savez, il y a eu aujourd'hui, il y a un site sur Internet qui a été fondé par un psychiatre qui s'appelle Jacques Louis, qui est en Alsace, qui est à Haguenau. Donc ce monsieur a été interpellé par les textes, par le message, parce qu'une autre personne avait placé ce message sur un site aussi d'Internet. Je crois que à partir de là, moi je vais dire que les gens que je dois rencontrer, je les rencontre, puisque viennent des gens se greffer à un moment donné par curiosité au départ, puis par intérêt après aussi à ce message, pour essayer de l'élaborer, pour essayer d'en faire un lexique, pour ce qui est le cas actuellement, un garçon qui m'a contacté. Oui, je ne le cherche pas précisément à rencontrer des gens qui ont vécu ça, mais ils se trouvent sur ma route à un moment donné si je dois les rencontrer. Je les évite pas à ce moment-là. Alors Jean-Claude Pantel, est-ce que vous avez une explication scientifique? Est-ce que vous avez fait des recherches en ce sens pour savoir exactement ce qui se produit en vous? Pourquoi vous, justement? Bon, moi j'ai cherché à comprendre d'une façon, on va dire, scientifique à un moment donné, parce que j'avais un ami qui était médecin, lequel m'a fait passer des tas d'examens, évidemment, à tous les niveaux. Et bon, il s'est simplement avéré que j'avais une hypophyse plus développée qu'une hypophyse normale. Bon, c'est le seul, on va dire, détail, on va dire, voyant, qui a un petit peu, pas surpris ni choqué, c'est pas le mot, mais qui a alerté un peu le médecin. Pour le reste, non, rien de particulier. Je pense que j'ai un comportement normal. Bon, est-ce qu'il faut savoir peut-être, et là on rentre un petit peu dans la légende un petit peu mythologique, quoi. C'est qu'au départ je suis un enfant abandonné, un enfant trouvé, et qu'il est certain que, bon, le message par exemple dit naissance exceptionnelle, existence exceptionnelle. Bon oui, si on regarde Romulus Rémus, si on regarde Moïse, si on regarde des gens comme ça, avec tout ce que la légende peut ajouter au-dessus, c'est pas ce que je veux dire. Mais il est évident que le départ, certainement, a une influence. Le départ a une influence. Moi, j'ai pratiqué beaucoup la course à pied. Le départ d'une course, il est très important. Il est très important parce que c'est lui qui va, en grande partie, décider plus la course est courte, et je considère que une existence est relativement courte. C'est ce départ qui va décider on va dire, de la qualité, des choses qu'on a à assumer au cours de la vie d'existence. Jean-Claude Pantel, merci de nous avoir fait partager votre témoignage, votre vécu. On se retrouve juste après la pause avec l'analyse de Michel Carmici. À tout de suite sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans les dossiers parapsychologie. Aujourd'hui, nous parlons du cas Pantel. Nous allons redonner la parole à Michel Kermissi. Alors, Michel Kermissi, quelle est votre analyse, justement, sur ce qu'a vécu Michel Pantel? Qu'en pensez-vous, vous, en tant que scientifique? Alors, déjà, par rapport à ce que vous disiez là à l'instant avec Jean-Claude Pantel, oui, déjà, une petite remarque importante. Le site dont parlait Jean-Claude, c'est jantel.com, www.jantel.com, jantel.com. Et là, ce psychiatre, Jacques Louis, a mis absolument tous les textes. Enfin, il y a beaucoup de documentation. Alors, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, justement, la science, mais alors là, c'est plutôt pour essayer de comprendre le cas, je veux dire, intime de Jean-Claude. C'est plutôt ce qu'on peut appeler la psychomédecine, vous voyez, les sciences, les neurosciences, bon. Et justement, j'avais sous les yeux là une revue donc de Science et Vie de novembre 2004 relatant 7 expériences qui défient la science. Alors pour l'instant, bien sûr, c'est uniquement, si vous voulez, une recherche par rapport à l'individu lui-même, c'est-à-dire la pensée qui vient agir et qui vient influencer le physique. Et j'ai notamment aussi, j'ai réussi à me procurer une thèse d'un médecin qui a fait sa thèse dans pas trop loin de chez vous, à Montpellier, qui est le docteur Tibergienne, et qui a étudié des cas, notamment de guérison de cancer, et qui expliquerait, si vous voulez, d'une façon médicale, enfin qui expliquerait pas, mais qui essaierait de comprendre d'une façon médicale des cas de guérison. Alors, en ce qui concerne Jean-Claude Pantel, bien sûr, il y a une relation entre lui-même, j'oserais dire, je pense aussi dans certains cas, entre sa pensée et l'environnement, si vous voulez, et ce qu'il appelle lui-même les ambiants. Et il se passe là, bien sûr, des phénomènes. Moi-même, j'ai constaté qu'il y a souvent une relation que je qualifierais de phénoménale dans les moments où il y a un groupe, si vous voulez, qui est en relation de sympathie émotionnelle avec Jean-Claude Pantel. L'autre question, je crois, c'était le scientifique, comment peut-il expliquer certains phénomènes? Tout à fait. Voilà. Eh bien, bon, vous savez, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Bien sûr, il y a les hypothèses multidimensionnelles. Quand Jean-Claude raconte les histoires de rochers énormes qui recevaient et qui semblaient être projetés depuis les toits, eh bien sûr, nous vient à l'esprit ces idées que certains qualifieront peut-être de science-fiction, qui est ces dimensions supplémentaires, et notamment cette fameuse 4e dimension. Cette 4e dimension, d'ailleurs, est envisagée par les physiciens. Une dimension qui permettait... Enfin, on sait, si vous voulez, mathématiquement, géométriquement, que dans la mesure où on envisage un univers à 4 dimensions d'espace, je dis bien, puisque avec l'espace-temps, ça ferait à ce moment-là 5 dimensions d'espace-temps, eh bien, par rapport à notre géométrie, c'est un terme qu'emploie souvent Jean-Claude, par rapport à notre géométrie, par rapport à notre physique, nous ne percevons pas des géométries qui seraient à 4 dimensions d'espace. Et ainsi, le géomètre, le mathématicien nous expliquera que, eh bien, un être, une entité en 4 dimensions d'espace pourrait libérer un prisonnier qui serait dans les 3 dimensions. De la même façon que nous-mêmes, nous pouvons intervenir avec notre géométrie à 3 dimensions d'une façon paranormale par rapport à une géométrie à 2 dimensions. Imaginez tout simplement, certains penseront peut-être que c'est naïf, mais c'est mathématique. Un espace à 2 dimensions, des objets qui seraient des petits êtres en 2 dimensions vivant dans cet univers à 2 dimensions, donc des objets qui seraient sans épaisseur. Et nous, en 3 dimensions, nous pourrions intervenir en ajoutant, en enlevant des objets dans cet univers à 2 dimensions. Donc voyez-vous, extrapolons, imaginons un univers à 4 dimensions d'espace, où des entités en 4 dimensions viendraient nous jouer ce genre de tour, projetant comme ça des objets, des pierres, etc. Voilà. On peut l'expliquer de cette façon-là. Géométriquement, mathématiquement, ça fonctionne très bien. Bien sûr, le physicien va nous dire que dans des univers
à dimension supplémentaire, il n'y a pas de stabilité, etc. C'est un physicien dans les années 30 qui a étudié ça, il s'appelait Ehrenfeld. Bon, mais voilà, là je ne veux pas quand même entrer dans la physique trop détaillée, mais c'est possible. Vous savez aujourd'hui, par exemple, qu'il y a, enfin, beaucoup de gens le savent, qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des cordes, qui envisage le fonctionnement, si vous voulez, des particules, qui ne seraient plus ces particules que nous avons l'habitude de connaître et qui sont soi-disant les atomes, puisqu'aujourd'hui on sait qu'avec la théorie des champs, bon, les atomes, ça n'a plus de sens, si vous voulez, mais qui seraient plus ces particules, mais des sortes de dimensions immatérielles qui vibreraient dans des espaces à 11 dimensions, 10 dimensions d'espace, une dimension de temps. Une dimension de temps, c'est ce qu'on appelle la théorie des supercordes, et que, ma foi, ces dimensions seraient là, mais tellement petites et tellement enroulées sur elles-mêmes que nous ne pourrions pas les observer. Vous voyez, imaginez comme ça des espaces à 10 dimensions d'espace. Il y a aussi des idées de physique qui imaginent des dimensions infinies. Vous voyez, des petites dimensions infiniment petites, dont certaines seraient du niveau de la dimension de Planck, c'est 10 puissance au moins 35 mètres, vous voyez, c'est pas très grand. Et voilà, donc si vous voulez, on a ces choses-là finalement. Il y a aussi, je ne voudrais pas être trop long, mais il y a aussi le temps. Voilà, le temps. On sait aujourd'hui qu'en physique, ça correspond pas à l'idée qu'on se fait, qu'on a de l'espace. Les dimensions d'espace sont symétriques, vous voyez. On peut aller à gauche, à droite, devant, derrière, etc. Il y a une symétrie par rapport aux dimensions d'espace. Il n'y a pas de symétrie par rapport à la dimension de temps. Et cette dimension de temps, eh bien, on ne peut pas remonter le temps. Bon, le physicien classique nous dira c'est pas possible, il y a les lois de l'entropie, etc., etc. Il y a aussi des physiciens, surtout des Russes, qui ont imaginé des dimensions de temps avec, comment dirais-je, avec un temps qui serait quantifié. Voilà. C'est-à-dire que il pourrait y avoir des relativités d'échelle aussi, vous voyez, dans tout ça. Il y a aussi des physiciens aujourd'hui, et c'est une idée qui prend encore de plus en plus, que le temps, c'est finalement qu'une invention, si vous voulez. Le temps, c'est ce qu'on observe sur une horloge, bon, sur un chronomètre. Bon, finalement, c'est une analogie, un déplacement d'aiguille. Quand on qualifie la seconde c'est quoi? C'est le 60e partie de la minute, 60e partie, 24e partie de l'heure, etc. Voyez-vous? Donc c'est une rotation de la Terre. Donc ça n'a pas de sens, le temps. Et puis quand on réfléchit bien sur la réalité du temps, on y réfléchit métaphoriquement. C'est-à-dire que le temps, on lui donne l'image de l'eau, par exemple, du fleuve qui s'écoule. Là, on remonte à Héraclite. Avec la fameuse mémoire de l'eau, d'ailleurs. Oui, bon, entre autres, si vous voulez. Mais là, si vous voulez, on dit, l'eau, oui, l'eau, c'est comme le temps qui s'écoule. Bon, mais l'eau du fleuve s'écoule par rapport au lit. Le temps, si métaphoriquement, c'est comme de l'eau, par à quoi? Quel est le lit du temps? C'est un autre temps. Donc, si vous voulez, quand on réfléchit au temps, on ne peut relativiser, référencer le temps que par rapport à un autre temps. Voilà. Donc, finalement, certains physiciens arrivent à nier le temps. Donc, si on nie le temps n'est qu'une illusion. Donc, à ce moment-là, vous entrez, si vous voulez, dans une... Alors là, est-ce qu'on est dans la physique, dans la philosophie? Est-ce qu'on est dans la spiritualité? Je ne voudrais pas m'égarer, mais il n'y a plus de passé, de présent, de futur. Imaginons que l'univers auquel Jean-Claude Pantel a accès est justement, si vous voulez, cet univers que certains physiciens comme David Bohm appellent l'univers implié, où là, tout est là, si vous voulez. Tout est là. Alors il faut constater, face à des manifestations comme a vécu Jean-Claude Pantel et d'autres personnes qui sont confrontées aux phénomènes paranormaux, il y a très peu de scientifiques qui s'intéressent vraiment à la question. C'est très juste, mais ça fait peur tout ça. Si par exemple ce que nous raconte Jean-Claude Pantel et qu'on peut observer, si on y réfléchit scientifiquement, mais ça remet en question beaucoup de choses. Quand il raconte ces pierres-là qui sont projetées et qui semblent être comme guidées, vous le disiez tout à l'heure,
Alors, est-ce qu'on est dans les lois de la gravitation de Newton? Est-ce qu'on est dans la relativité générale d'Einstein avec la courbure de l'espace? Vous comprenez? Alors, bien sûr, on devient un peu complètement fou, presque halluciné. On se dit, mais attends, est-ce que la courbure de l'espace est modifiée par ces effets Non, vous voyez. Alors, bien sûr, le scientifique ne peut pas, ou alors il y va, mais alors il y va avec l'alibi de la, comment dirais-je, de la science-fiction. Alors justement, à l'heure actuelle, un scientifique qui irait dans cette direction ne risquerait pas sa carrière, par exemple. Il ne prendrait pas des risques qui pourraient le déstabiliser dans ses fonctions. Mais c'est évident. On le prend pour un illuminé, pour un fou. C'est pas possible, si vous voulez. Et d'autant plus par, vous savez, il ne faut pas oublier que les scientifiques n'ont pas accepté les théories de la relativité. Hein. Quand, après Poincaré, Einstein nous parle de la relativité du temps et de l'espace, et que c'est un système qui est, comment dirais-je, que l'un ne va pas sans l'autre, et que si l'un se dilate, l'autre se contracte, etc., que le temps est relatif, là, on ne pouvait pas l'accepter. Et quand Einstein parle de la relativité restreinte en 1905, il a fallu attendre 1917 et que ce soit publié en 1919 de l'éclipse solaire pour vérifier, c'était l'astronome Eddington qui était un Anglais, pour vérifier effectivement que les théories d'Einstein sur la courbure de l'espace étaient vraies lorsqu'il a fait l'observation de la courbure de la lumière d'une étoile par rapport au Soleil. Et ça, il a pu observer en 1917, au moment de l'éclipse de Soleil. Eh bien, pour conclure cette émission, nous allons vous donner le mot de la fin. Souhaiteriez-vous adresser un message à ces scientifiques qui sont toujours en train de se demander si la Terre est ronde? Oui, je dirais que malheureusement, si vous voulez, en dehors des scientifiques, beaucoup trop de gens sont prêts à croire n'importe quoi. Et ça, c'est très dangereux. Par ailleurs, si on est en présence, et je le pense, de vrais phénomènes, d'authentiques phénomènes, il est vraiment dommage que les scientifiques, avec tous les moyens, vous voyez, moi par exemple, je suis seul, je ne peux réfléchir qu'en théorie, j'ai pas de moyens pour faire des mesures, et il serait intéressant que des laboratoires s'intéressent, si vous voulez, à ces choses-là, mais avec beaucoup d'ouverture. Non pas uniquement pour casser les choses. Charpak a écrit un livre, devenez sorcier, devenez magicien, voilà. Où il casse tout. Il essaie de démolir. Il y a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de zététique à Nice. Oh là là, quelle horreur! Oui, vous connaissez. Alors, si vous voulez, moi je voulais presque les rencontrer, leur dire, écoutez, soyons objectifs, essayons d'aller là et d'essayer, par exemple, venez avec vos moyens, faisons des mesures sur Jean-Claude Pontel, et nous allons essayer de voir certaines choses, de mesurer certaines choses, mais faisons-le avec honnêteté et avec ouverture, mais non pas uniquement avec un état d'esprit. Si on arrive avec un état d'esprit pour casser, eh bien on casse, c'est fini, on referme. On se retrouve opposés les uns les autres, et on se regarde les uns les autres en aboyant. Oui, d'ailleurs, ce laboratoire de zététique à Nice avait promis 150 000 € pour ceux qui pouvaient prouver que les phénomènes paranormaux existaient. Alors ça c'est dommage, vous comprenez. C'est pour ça que je voudrais, si vous voulez, mettre en opposition les deux, ceux qui sont prêts à croire à n'importe quoi, qui vous racontent n'importe quelle histoire. Moi, par exemple, je suis jamais entré dans l'astrologie, dans des trucs comme ça. Je veux rester scientifique. Mais bon, j'ai un regard sympathique, si vous voulez. Il m'arrive des fois à lire mes thèmes astrologiques. Mais et si vous voulez, donc, et d'un autre côté, donc, ces gens du laboratoire de zététique qui vraiment referment tout. Donc là, il faudrait maintenant, tout en ayant la raison tout à fait objective, il faudrait regarder les choses avec sérieux et dire à ce moment-là, oui, nous avons la modestie de constater qu'il y a autre chose que notre physique et il y a des phénomènes paranormaux, entre guillemets, il y en a beaucoup à évacuer, et moi-même j'en évacue beaucoup. Mais il faut absolument regarder ça autrement parce que c'est la seule façon de progresser. Je dirais que Jean-Claude Pontel est une chance par rapport aux phénomènes qui l'entourent et comme il vous l'a dit, par rapport aux phénomènes qui sont, je dirais, le phénomène par excellence qui sont les textes.
C'est grâce à des phénomènes comme le cas Pantel, si la science est objective, les choses avanceront bien sûr en observant, en étudiant. Voilà. Eh bien, Michel Carmissy et Jean-Claude Pantel, merci à vous deux. Merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir. Eh bien, au revoir et peut-être un prochain jour. Eh bien, pour terminer cette émission, pour refermer ce dossier Pantel, Jean-Claude Pantel souhaiterait justement adresser un dernier mot aux auditeurs de Fréquence Évasion. Quelle serait votre conclusion ? Je crois qu'aujourd'hui, je me confine à m'entourer, je vais dire, de personnes sérieuses. Là, vous avez Michel Carmissy, mais vous avez aussi Richard Vial, qui est un physicien, qui a assisté au dégondage d'une grosse porte chez un ami à Pessac. Donc il s'est intéressé aussi à la chose. Il y a Francis Gatti aussi qui s'intéresse à la chose, qui a un site sur Internet. Je pense qu'il ne faut pas polémiquer. Je pense que moi j'en suis arrivé à un stade où je n'ai plus rien à prouver, je crois. Simplement, je demande pour moi un petit peu de paix, un petit peu de recul. Hein. Et ce sera la seule façon de pouvoir aider les scientifiques et pourquoi pas certains philosophes, parce que moi je crois qu'il y a une philosophie qui est intéressante à aborder. Par rapport à, comme disait Michel Carmissy il y a quelques instants, ces textes qui sont un message, moi je crois, de grande qualité. Voilà, c'est ce que je peux dire. Eh bien, vous allez nous donner les coordonnées de votre livre qui a été écrit récemment, paru aux éditions JMJ. Le premier tome s'appelle L'Initiation. Il est édité chez JMG. Donc ce livre, vous pourrez le commander aux éditions JMG. Merci Jean-Claude Pantel, au revoir, à bientôt. Bonsoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, à très bientôt pour un autre rendez-vous parapsychologie. Vous écoutez Fréquence Évasion dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.